française a rejoint les deux précédentes. Et vous voyez très bien que de ces trois zones va naître la République fédérale d'Allemagne. Alors c'est quand même important de bien lire ça, car les soviétiques, eux, regardaient ça avec beaucoup d'étonnement. Et c'est alors, d'ailleurs, en 1945, et même, vous voyez, qu'apparaît pour la première fois le terme guerre froide. Le terme guerre froide apparaît pour la première fois chez George Orwell. C'est lui qui l'emploie pour la première fois, le terme guerre froide. Et cette formule guerre froide a été reprise, comme vous le savez, par Winston Churchill dans son très célèbre discours de Fulton, que je vous cite, de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Et cette formule-là va alimenter la pensée américaine du containment, l'endiguement, il faut endiguer. Cette pensée américaine va naître, va être conceptualisée par qui? Par George Marshall et Dean Acheson, secrétaire d'État américain. Et cette idée va être finalisée sur le plan politique par Harry Truman le 12 mars 1947. Nous sommes avant l'année 48. On va en reparler. Vous voyez que c'est très important de voir comment ça monte en puissance les antagonismes et les affrontements. Dès lors, l'URSS a très vite compris que sa protection dépendait de la création d'un glacis protecteur d'États frères, je n'insiste pas, vous savez de quoi il s'agit, formant une véritable ceinture de protection où, dans le Rhineland, fallait fermer tout le Rhineland. Et c'est ce Rhineland qui était bloqué, et vous voyez que si les soviétiques voulaient fermer le Rhineland, c'était pour être tranquille dans le Heartland, c'est-à-dire la terre de l'autre côté. C'est extrêmement important, car de là va naître des conséquences. Ils vont bloquer le Rhineland. L'année 48 est là décisive. Le coup de Prague, le 17 février 48, fait prendre conscience de la nécessité de protéger les États qui se définissent comme démocratiques de la menace soviétique, portée à l'Ouest par les partis communistes locaux. C'est aux élections de 1946 que le Parti communiste tchèque obtient 38% des suffrages et que son secrétaire général Klement Gottwald devient président du Conseil et profite de la maladie d'Édouard Beneš, qui a vécu de 1884 au 3 septembre 1948, donc Beneš meurt en 1948, pour liquider le Parti démocratique slovaque qui bloquait les Tchèques pour prendre le pouvoir, et il a pu liquider le Parti démocratique slovaque avec l'aide d'un général, le général Ludvík Svoboda. Donc vous voyez, tous ces éléments sont importants. Et là, il y a une conséquence. Anodine, mais enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous la donner, ça va vous permettre de vous détendre un peu. Beneš est mort, mais il a une nièce. Alors, une nièce, que vient faire la nièce là-dedans? Mais la nièce, elle s'appelle Émilie Anna Beneš. Et Émilie Anna Beneš, qui c'est? Ben, c'est l'épouse de Zbigniew Brzezinski. Ce qui vous explique pourquoi les soviétiques n'ont jamais aimé Zbigniew Brzezinski, qui était, vous le savez, le conseiller du président Carter. Vous voyez qu'il faut toujours... Le travail de l'historien, c'est ça, de regarder un petit peu ces petits éléments de marge, mais des éléments de marge qui peuvent peser lourd. Qui peuvent peser lourd. Et c'est important de le voir. Alors, ces tensions vont culminer, bien sûr, on monte encore en puissance avec la fondation de l'OTAN
4 avril 1949, à laquelle répond le pacte de Varsovie, 14 mai 1955. 49, 55. Vous voyez ce que ça veut dire, 6 ans de décalage. En réponse, alors, pourquoi tout ça va se mettre en place? Eh bien, en réponse à la réunion, je vous avais dit, de la trizone du 3 juin 1948, vous savez, qui était la base de la future République fédérale allemande, les soviétiques, vous le savez, ont répliqué par le blocus. La trizone le 3 juin, le 12 juin, ils font le blocus de Berlin. Blocus de Berlin, 12 juin 1948, 12 mai 1949, ils constatent qu'ils ont échoué dans le blocus de Berlin. Mais la réponse structurée du monde soviétique, c'est bien sûr le pacte de Varsovie, mais il fallait leur donner du temps. C'est-à-dire que dans cette montée en puissance, vous voyez, les soviétiques vont suivre. Ils ne vont pratiquement jamais précéder. C'est-à-dire que il ne faut pas inverser les rôles. Vous voyez, ils vont suivre, ils vont réagir, et non pas créer les conditions importantes. Alors, le résultat de tout ça, désormais, la guerre froide se caractérise les rapports de l'URSS et du monde occidental, jusqu'en 1991, si vous voulez, un peu moins 85, si vous voulez. Ce fut une époque, cette époque 45-1980, pour être plus simple, marquée par la célèbre formule que vous connaissez tous, paix impossible, guerre improbable. Alors, bien sûr, il n'y a jamais eu d'affrontement direct, même en 62, alors que là on est passé très près, entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais de 1945 à 1962, le monde a été partout en guerre. Ce sont les fameuses guerres de décolonisation. Et les deux blocs-là vont s'affronter sur le plan théorique, c'est-à-dire l'Union soviétique porteur d'un idéal du socialisme et qui va aider les peuples à chasser et à casser les empires coloniaux, et de l'autre côté, les empires coloniaux qui vont tant bien que mal essayer de résister. Alors ça commence dès 1945, et en juin 1945, qu'est-ce qui s'achève? Un mandat qui fait faire du bruit, le mandat français au Liban et en Syrie. Juin 1945, terminé. Alors je vous passe 2 septembre 1945 pour vous remettre une chronologie dans la tête. Simplement, je vous donne quelques éléments. Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Vous voyez, 2 septembre 1945. Décembre 1946, c'est le début de la guerre d'Indochine. 27 juillet 1954, ce sont les accords de Genève, c'est-à-dire la fin de l'Indochine française, ce qui est suivi par l'indépendance du Cambodge, du Laos et du Vietnam, coupé en deux. 57, Genève. En 1954, c'est le début, vous le savez tous, beaucoup de gens le savent, c'est le début de l'insurrection algérienne, 1954. Du 18 au 24 avril 1955, elle est importante, c'est la conférence de Bandung des non-alignés, avec Sukarno et des autres, qui condamnent la colonisation. Et le résultat, l'incident de 1956, c'est-à-dire la nationalisation du canal de Suez par Nasser et l'intervention des Français et des Anglais qui sont priés de rembarquer très rapidement sous la pression des Américains et des Russes, et des Soviétiques, donc tout le monde retourne, et qui condamne donc la colonisation. 56, c'est l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. 60, c'est l'année 60, c'est l'indépendance de tout le monde africain, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sénégal, Somalie, Tchad et Togo. 18 mars 1962, accord d'Évian, fin de la guerre d'Algérie. Donc, 5 juillet 62, indépendance de l'Algérie. Donc, vous voyez, de 1945 à 1962, les deux blocs s'affrontent de façon continue et permanente, mais jamais entre eux, par personnage interposé, par pays et par peuple interposé. Alors, évidemment, c'est important. Une autre date
dans cette montée en puissance, qui est importante dans l'histoire des relations entre le monde occidental et le monde soviétique, c'est bien sûr les accords d'Helsinki, auxquels on fait aujourd'hui souvent référence, notamment pour l'affaire de Crimée. J'entendais l'autre jour, on référait aux affaires à Helsinki. Alors, c'est une date importante, pourquoi ? Parce que vous avez là 35 États qui vont signer les accords d'Helsinki. Ces accords d'Helsinki ont été longs à négocier. 1973-1975, 2 ans de difficiles négociations qui vont aboutir à ce qu'on appelle le décalogue. C'est-à-dire le décalogue, 10 points, qui sont la charte, qui constituent la charte des accords d'Helsinki. Alors, quels sont ces 10 points qui vont jouer un rôle là important? C'est le respect des droits inhérents à la souveraineté, c'est l'article 1. Le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, vous entendez bien, non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, article 2. Et ça continue, inviolabilité des frontières, article 3, intégration territoriale des États, article 4, règlement pacifique des différends, article 5, non-intervention dans les affaires intérieures, article 6, respect des droits de l'homme, c'est celui-là qui a été très utilisé en Union soviétique, parce que Brejnev a signé respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dissidents vont s'engouffrer dans cet article 7. L'article 8 est intéressant, égalité des droits des peuples, vous avez bien entendu, mais il y a un « et », égalité des droits des peuples et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous voyez le problème de l'intangibilité des frontières qui est posé. Il y a les deux. Dans les accords d'Helsinki, il y a les deux. Difficile à gérer, ça. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'autant plus, si ma connaissance est bonne, c'est bien un président américain qui nous a forcés à mettre et à utiliser les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes en 1919, au traité de Versailles, car c'est au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes que l'on a décomposé l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors, il ne faut pas qu'ils vont venir nous donner trop de leçons d'histoire, car l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle se retourne, vous voyez, les éléments. Et le dernier, coopération entre les États et exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international. Pour surveiller cet accord, on crée une structure, Helsinki Watch, qui s'est transformée, alors l'autre, vous la connaissez beaucoup mieux, elle s'est transformée en quoi? Human Rights Watch. Vous entendez souvent parler de Human Rights Watch. C'est en fait la transformation de la structure qui devait surveiller l'application du traité d'Helsinki. Alors, voilà cette montée en puissance. Voilà ces éléments, ces dates qui montrent que le monde bouge. Et là, il bouge avec les accords d'Helsinki. On entre dans une phase, je dirais, d'espérance. C'est ma deuxième partie de la maison commune à la charte pour une nouvelle Europe. Et j'insiste à avoir mis, c'est pas par hasard que j'ai mis charte pour une nouvelle Europe. Le byzantin que je suis, Excellence, vous le savez, a fait attention à ce deuxième terme. J'ai mis la charte pour la nouvelle Europe. Alors, de quoi s'agit-il? En mars 1985, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev opte pour une nouvelle politique. Voilà, là vous êtes au courant, vous la connaissez tous. À l'intérieur, cette politique s'exprime par deux termes, la glasnost et la perestroïka. On regarde, la glasnost, la lumière entre, on fait le point, on fait un audit, on dirait aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour reconstruire perestroïka. Mais ce n'est pas ces termes-là que j'expliciterai, vous les connaissez tous, ce sont des termes qui ne sont absolument pas dus à Gorbatchev, rendons à César ce qui appartient à César, mais à son prédécesseur, un de ses prédécesseurs, Yuri Andropov. C'est lui qui a employé ces deux mots, glasnost et perestroïka. Rendons-lui la paternité des termes qu'il a employés, le premier, et qui ont été repris ensuite par Gorbatchev. Et alors là, sur le plan extérieur,
Mais sur le plan extérieur, vous n'avez peut-être pas retenu le troisième élément. Glasnost, perestroïka, en voilà deux. Le troisième élément, ça s'appelle la nouvelle pensée. Envoyez-moi la nouvelle pensée. Vous voyez, la nouvelle pensée, tout le monde a oublié. Alors, de quoi s'agit-il? En février 1986, c'est elle que je vais un petit peu vous expliciter, 86, hein, la nouvelle pensée définit une nouvelle approche des relations internationales qui met en avant l'interdépendance des problèmes qui touchent la planète économique, écologique, et la nécessité de désidéologiser les relations internationales. Là, on va très loin. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir des lectures idéologiques pour essayer de faire, entre guillemets, du concret, les désidéologiser. Et c'est dans ce contexte de désidéologisation, si je peux créer ce nouveau mot, que se définit là le concept de maison commune européenne à 4 étages. Je ne décrirai pas, ce n'est pas le problème. Mais cette maison commune européenne, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle induit? Elle induit l'idée d'une communauté naturelle entre l'URSS désidéologisée et l'Europe. Chacun ayant sa place dans cette maison commune, dont chacun des étages, les 4 étages, doivent régler les problèmes en fonction qu'ils soient économiques, politiques ou autres. Donc, ça induit l'idée d'une Europe qui s'élargit cette fois-ci et qui donne sa place à une URSS en train de véritablement changer de position. En 1986, lorsque cette idée de maison commune européenne est lancée, eh bien, elle ne rencontre pas un soutien très fort. Margaret Thatcher, François Mitterrand et Helmut Kohl sont extrêmement réservés, extrêmement prudents face à cette maison commune européenne, dont ils ne sentent pas des fondations solides. Ils ne voient pas comment elle pourrait se construire. Un seul homme y croit. Et il n'est pas n'importe lequel. Hans-Dietrich Genscher. Car Hans-Dietrich Genscher a très bien compris que c'était un facteur décisif. Pourquoi faire? Pour la réunification allemande. C'est le seul qui l'a soutenu. Mais il est tout à fait isolé en Europe face à cette maison commune européenne. Et pourtant, les choses vont bouger. Les choses bougent. En 88, mars 88, Gorbatchev appelle à un rapprochement entre les pays du Comecon, le marché commun d'Europe de l'Est, et ceux de la communauté européenne. Donc, il appelle à un rapprochement de l'espace économique oriental, Comecon, occidental, communauté européenne. Puis, François Mitterrand, il faut rendre à César ce qui appartient à César. François Mitterrand va beaucoup plus loin. Il veut se rapprocher de l'URSS. Et il comprend que l'existence d'une Europe n'est possible que si l'URSS l'intègre d'une façon à définir. Mais il ne voit plus l'Europe sans l'URSS. Et le 31 décembre 1989, il propose de construire une confédération européenne, c'est son terme, dans laquelle l'URSS rénovée, sur le plan d'idéologie, doit avoir toute sa place, comme le montre la signature de la célèbre Charte pour une nouvelle Europe.
Donc voilà un homme politique français qui a été très loin dans le rapprochement vers cette charte pour cette nouvelle Europe. En 89, on pouvait penser que on allait peut-être arriver à franchir un cap, à essayer de construire quelque chose de neuf. Malheureusement, ces idées vont échouer. Elles vont échouer pour quelle raison? L'année 89, et c'est pas anodin, l'année 89, toutes les démocraties populaires rompent avec l'URSS et le socialisme. C'est l'éclatement. Elles rompent avec ce pays-là. Au début de l'année 89, au Kremlin, il y a une rencontre qui a fait beaucoup couler d'encre. C'est la rencontre entre Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev et le secrétaire d'État américain James Baker. Alors, et aujourd'hui, ça continue à faire couler de l'encre, mais cette fois-ci chez les historiens. Alors, j'ai essayé quand même de vous donner les termes exacts de leur conversation. On a les éléments. Alors, de quoi s'agit-il? Et ça n'a pas été, si vous voulez, organisé avec un texte officiel. Apparemment, tout ce que l'on sait, c'est que Gorbatchev et Baker, en 89, vous voyez, sont en train de discuter de l'avenir de l'Allemagne. Rapprochement Est-Ouest. Et qu'est-ce qu'ils disent? Gorbatchev accepte en gros le principe de la réunification, et il accepte aussi, semble-t-il, le principe que l'Allemagne de l'Est entre avec, comme elle est dans l'Allemagne de l'Ouest, dans l'OTAN. Et là, il donne cette phrase, voilà la phrase exacte. Il dit je promets de réfléchir à tout ça. Vous voyez que c'est des notes qui ont été prises. Hein. Il dit à Baker je promets de réfléchir à tout ça, dit-il. Il est entendu, c'est clair, que l'élargissement de la zone de l'OTAN est inacceptable au-delà de l'Allemagne. Réponse de Baker, que l'on a notée aussi. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Nous sommes d'accord avec cela. Dans ses mémoires, il l'a dénoncé, ça, hein, Baker. Mais bon, les mémoires sont des mémoires. Elles peuvent être parfois défaillantes. Et donc, il y a, voilà cette phrase. Alors, cette phrase est extrêmement importante. Elle était extrêmement importante, pourquoi? Eh bien, tout simplement que c'est sur ce quiproquo, les soviétiques croyant que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est, je dirais que l'encre était même pas sèche, que tous les États d'Europe orientale libérés du communisme, on les comprend, moi, je réagis en historien, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous intégrer l'OTAN avant d'intégrer l'Europe. Aucun d'entre eux n'a intégré l'Europe avant d'intégrer l'OTAN. Alors, on peut discuter sur le Monténégro, qui est le dernier, qui vient de rentrer en 2014. Mais ceci est extrêmement important. Alors, vous comprenez que vu de Moscou, essayez de voir l'histoire toujours en changeant le point de regard. Vu de Moscou, ils ont très vite compris que le Rhineland, cette fois-ci, était à nouveau un espace contrôlé par les Américains, et que la frontière qui se rapprochait délibérément de leur zone frontalière. Et donc, par conséquent, c'est très grave. Le Rhineland est sous le contrôle de l'OTAN. Les Soviétiques ont très bien compris que si l'OTAN contrôle le Rhineland, ils voudraient contrôler le Heartland. Et donc, cette vision du monde,
voyez, trouve un prolongement. Et dans quoi? Ben, dans un terme qui m'a toujours fait frémir, le chaos constructif de Madame Condoleezza Rice. C'est-à-dire que Condoleezza Rice nous expliquait que du chaos constructif, c'est-à-dire du désordre généré dans ces régions ou ailleurs, peut sortir une démocratie apaisée, sous contrôle, bien sûr, américain. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier, que ça s'est parfaitement passé en Afghanistan, en Irak, en Libye. On a vu que la démocratie générée par le chaos constructif a eu quelques effets. Donc voilà, donc vous voyez ce que je veux vous mettre en relation. Vous comprenez que tout ça c'est un ensemble. Ça fonctionne. Et alors le résultat, c'est que cette théorie, évidemment, trouve également sa légitimité dans les sanctions qu'on inflige à ceux qui s'opposent à cette mise en place d'un ordre américain qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont en train d'être discutés par le Sénat américain pour être renforcés. Nous sommes donc aujourd'hui encore, et c'est très important, et vous comprenez pourquoi Lavrov a réagi, toujours dans un rapport du faible au fort, du dominant au dominé. Et le dominant, il impose. Il impose, il soumet. Le dominant, il n'a besoin que d'une chose, des vassaux. Point à la ligne. On peut habiller le vocabulaire. Ça, on sait faire. Mais la réalité, elle est là. Alors, ces événements expliquent, vous comprenez pourquoi Boris Yeltsin abandonne la stratégie pro-occidentale, qu'il a un temps suivie et soutenue, se ferme au discours sur l'Europe et les États-Unis, et il reprend les propositions d'un homme de grande intelligence, disparu lui aussi, Evgeny Primakov. Evgeny Primakov, qui est mort en 2015, 1919-2015, est l'homme qui a prévu l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. L'OCS qui sera créée en 1996, et celle-ci, en son origine dialectique, l'organisation de Shanghai, est en réalité une réponse aux visions géopolitiques de Mackinder et de Spykman. C'est la réponse dialectique. La vraie réponse, elle est là. Et là, il faut faire attention. C'est là où ça devient intéressant. J'ai pu le vérifier ce matin. Toute la place rouge était cernée, bloquée par la visite des Chinois qui étaient là, et Xi Jinping. Alors, et l'objectif, c'était de fermer le Rhineland, notamment tous les pays d'Asie centrale, fermer le Rhineland aux influences occidentales. Donc vous voyez, l'objectif, on est toujours dans la vision binaire, la vision d'un affrontement, et on va fermer la zone de l'Asie centrale. Alors, vous comprenez bien sûr que dans cette démarche des visions stratégiques, vous comprenez que l'Ukraine est perçue comme un enjeu, pour les deux camps d'ailleurs, parce que c'est elle qui ouvre et qui peut ouvrir la route. D'où l'enjeu, d'où évidemment les tensions. Alors, on y a cru quand même. On s'est dit, passez-moi l'expression, tout n'est pas perdu. Il y a toujours des optimistes en politique et en histoire. Les optimistes ont dit, tout n'est pas perdu. Alors, c'est pas perdu, pourquoi ? En 1999, arrive au pouvoir en Russie un homme qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et Vladimir Vladimirovitch Poutine va encore, au tout début de son mandat, essayer de s'entendre avec l'Europe, et il se définit comme européen. Et il accentue sa démarche vers l'Europe.
Et à maintes reprises, il a déclaré que la Russie était européenne, puis eurasiatique. Et le 10 février 2003, devant de si bonnes intentions, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, que vous connaissez, Hans-Dietrich Genscher et Vladimir Poutine vont déclarer, rappelez-vous, vous l'avez oublié, que l'axe Paris-Berlin-Moscou, on n'a parlé que de ça, il fallait prendre la phrase jusqu'au bout. Vous voyez, mais ça, c'est ce que je reproche aux journalistes qui coupent justement ce qui est important. Incarnait l'axe de paix. Voilà la formule exacte. L'axe Paris-Berlin-Moscou incarne l'axe de paix. On s'est dit, non. On reprend la grande idée de retrouver un équilibre. Cette nouvelle donne, eh bien, va susciter une réaction d'une extrême violence de la part de qui? Des États-Unis d'Amérique. Je me permets de vous lire, parce que je ne veux pas... moi, je lis les textes, c'est tout. Je vous permets de vous lire ce qu'écrivait Thomas Friedman. Dieu sait si c'est un personnage important, rédacteur en chef du New York Times. Il faut quand même que nos hommes politiques s'en souviennent, y compris M. Macron. Voici la phrase. « Il est temps pour les Américains de s'en rendre compte. La France n'est pas seulement notre alliée agaçante, la France devient notre ennemi. » On n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'il y a une réaction d'une extrême violence des États-Unis devant cette tentative de créer cet axe de paix. Et vous savez comme moi que l'axe Paris-Berlin-Moscou, auquel à l'époque j'ai cru, je pensais qu'on allait faire la grande liaison universitaire entre Paris, Berlin et Moscou. Et je ne suis pas le seul à y avoir cru, il y en a beaucoup. Eh bien tout ça est tombé très vite à l'eau. Pourquoi ? Parce que le 20 mars 2003 a commencé la guerre du Golfe. Eh oui, la guerre du Golfe. Et l'échec de l'axe Paris-Berlin-Moscou était en fait annoncé. Et c'est pour ça que Friedman est très violent dans son texte. Il était annoncé par le retrait des États-Unis du traité de limitation des armes balistiques, le fameux traité ABM, conclu en 1972 et dont les États-Unis se sont retirés unilatéralement le 13 décembre 2001. Donc pour eux, il n'était plus question un axe Paris-Berlin-Moscou. Vous comprenez bien que là, ils ont réagi avec une très violente agressivité. Dès lors, l'offre de la Russie, qui avait été faite de travailler ensemble, États-Unis, Europe, Russie, sur la création d'une arme balistique commune, et c'est important, a été rejetée. Si ce traité n'avait pas été dénoncé, si cette idée n'avait pas été... Vous comprenez que les essais balistiques de la Corée du Nord ou de l'Iran entrent dans une autre lecture. Il faut toujours regarder ailleurs ce qui se passe. C'est pas aussi net que ça. Et donc, évidemment, on comprend qu'un certain nombre de pays se sont sentis libres. Les États-Unis se retirent unilatéralement. L'Europe, la Russie et les États-Unis, le traité ABM avait proposé de créer des fusées antibalistiques communes, c'est-à-dire capables d'assurer une paix et une sécurité commune de Vancouver à Vladivostok. Et oui, mais c'est ça qui est par terre. Ensuite, on nous dit, oh, les vilains Coréens du Nord qui font des essais balistiques, les méchants
iranien. Ça demande à être regardé. L'histoire ne juge pas, l'histoire ne fait pas de morale, elle constate, c'est tout, elle ne fait pas de morale. Mais c'est important pour nous de réfléchir à la question. L'ultime chance de renouer le dialogue entre les États-Unis et la Russie a été offerte le 11 décembre 2011. Vous savez que la Russie fut le premier État à soutenir les Américains, à ouvrir tous les aéroports de la route de la soie, après l'explosion des 2 tours. Bien que la Russie, à l'époque, était totalement indignée par l'attaque de l'Irak sans l'accord de l'ONU, et elle était en plus indignée par le projet du pipeline Bakou-Tbilissi-Seyhan, qui visait à se passer des oléoducs russes. En dépit de cela, les Russes ont marqué leur soutien au peuple américain et au gouvernement américain dans cette tragédie qui a été celle du 11 septembre. Avec l'Europe, les relations vont se tendre avec l'élargissement progressif de l'OTAN et surtout avec les révolutions de couleur pro-occidentales, organisées par des groupes, c'est pas anodin, dont on ne parle jamais. C'est curieux, on a de bons journalistes, paraît-il. J'ai jamais lu d'article sur... Allez, on fait un test avec vous. Canvas, ça vous dit quelque chose? C-A-N-V-A-S. Oui? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est Canvas. Que font nos journalistes, quand même, d'investigation? Ils s'intéressent plus au mariage de la princesse ou des princes britanniques. Canvas, c'est un groupe spécialisé, qui est né en Ukraine d'ailleurs, spécialisé dans les manipulations de groupes. Alors, si vous avez des photos de ce qui s'est passé place Tahrir, mais en Égypte, ben regardez bien, vous allez voir au fond, partout, vous allez voir des drapeaux noirs, avec au milieu un rond blanc, et sur le milieu du rond blanc, un point. C'est Canvas. Ce sont des spécialistes du maniement de foule, dont l'objectif est de quoi faire? Et de provoquer l'affrontement avec le pouvoir, car dans un affrontement avec le pouvoir, le perdant, c'est toujours le pouvoir. S'il fait tirer sur la foule, il est... Vous voyez, c'est l'objectif. Ça fonctionne comme ça. Et donc, toutes ces révolutions... Alors, je peux vous donner des photos de Géorgie, je peux vous donner des photos de Maïdan, je les ai toutes. Toutes les révolutions, ça s'est passé jusqu'à Andijan. Andijan, là, ça a été un autre problème. Andijan, ils sont tombés sur quelqu'un qui n'a pas hésité à sortir les vieux chars de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, tirés dans le tas, 1000, 2000, 3000 morts, on ne sait pas ce qui s'est passé à Andijan. Mais les ONG ont porté plainte au tribunal de La Haye. Vous avez eu la suite du tribunal de La Haye? Personne. Parce que lorsqu'il y a eu la prise, on a pris tous les documents. Le pouvoir a pris tous les documents et il a vu que les États-Unis, la France, mouillait jusqu'au cou dans l'affaire Andijan. On a dit, bien, on s'est retiré. On a retiré la plainte. On n'en parle plus. Courageux, mais pas téméraire. Parce que là, on montrait qu'il y avait des choses. Vous voyez, ces révolutions de couleur. Alors, vous comprenez que tout ça, la Russie a été exaspérée. Et sa réponse n'a pas été pour autant intelligente. Parce que quand vous êtes exaspéré, vous n'êtes pas nécessairement dans un état le plus intelligent qui soit. Mais néanmoins, ils ont réagi. Et ils ont réagi comment? Eh bien, tout simplement, en reconnaissant l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, et plus récemment la Crimée. Et voilà comment ça se noue, tout ça. Mais ça, il faut le savoir. Il ne faut pas chanter, comme on dit, il faut avoir des éléments. Et la destruction et la Russie intervient ensuite en Syrie, comme vous le savez, aux côtés du président élu, Bachar el-Assad, et du Hezbollah chiite iranien contre Daesh. Et la destruction d'un Sukhoi 22 syrien, le 18 juin 2017, il y a quelques jours, par la coalition, a rompu les liens entre les Russes en Syrie et la coalition américaine.
Et ce qui a permis tout simplement aux Australiens de se retirer de la coalition. On n'a plus d'avions, ils ont retiré leurs avions. Parce que les Australiens, enfin, se sont toujours posé des questions sur ce qui se passait et ce qu'on voyait. Vous vous rappelez le bombardement en Syrie, chimique, du village Tarat. Bon, alors tout le monde a dit, cessons Bachar al-Assad, et avec l'appui des Russes qui... Bon. Après tout, pourquoi pas? C'est possible. Mais quand la Russie et la Chine et l'Iran, au Conseil de sécurité, proposent d'envoyer in situ une commission de l'institution de l'ONU chargée du contrôle des armes chimiques, qui s'oppose à l'envoi de cette mission? Les États-Unis et l'Union européenne. Ça veut dire que parfois on signe des choses. Alors évidemment, pas un mot dans notre presse. Mais nous sommes les mieux informés du monde. Oui, j'attire votre attention sur des problèmes. C'est compliqué, il faut le savoir. Mais quand j'ai vu que la France et l'Union européenne ont mis leur veto à l'envoi de cette mission qui avait pour objet d'aller sur le tarmac où était parti l'avion et d'aller in situ vérifier ce que c'était. Et c'est l'institution de l'ONU chargée du contrôle des armes chimiques. C'est étonnant. Avouez que c'est pour le moins étonnant. Alors le résultat de tout ça, c'est grave. Hein. C'est que vous avez aujourd'hui des grandes mutations. Nous sommes dans un contexte extrêmement tendu, en Extrême-Orient avec la Corée du Nord et 3 porte-avions américains qui se promènent à proximité des côtes, au Moyen-Orient avec la Syrie et la Libye. Et alors, dans ce contexte-là, comment générer un monde post-occidental? Et ce sera ma troisième partie. Sergueï Lavrov, dans son intervention, donne les grandes lignes de son projet. Alors, quel est son projet? La Russie, dit-il, mais ça c'est Lavrov qui parle, hein, donc, n'a jamais caché ses vues et toujours été sincère en défendant un travail basé sur une marche commune pour créer un espace commun de sécurité, de bon voisinage et de développement de Vancouver à Vladivostok. Alors, cette déclaration est importante en ce qu'elle souligne que pour les Russes, et oui, c'est là que c'est important, les tensions entre l'Union européenne, voire le Canada, et la Russie sont, je le cite, contre nature, dans la mesure où ces tensions sont provoquées et instrumentalisées par les États-Unis. Ça, c'est ce que dit Lavrov. Les Russies, elles, constatent quoi? Et il dit, elles constatent l'absence d'un véritable pouvoir européen. Il n'y a pas que la Russie qui le constate, hein. Capable de porter une politique étrangère et d'en assumer les conséquences. Prise de conscience qu'il y a quelque chose qui manque dans l'Europe. Je vous rappelle l'Europe, première ou deuxième puissance économique du monde, inexistante, souvent sur le plan politique. Donc il y a une défaillance. Alors, cette défaillance, comment la lire? Eh bien, cette défaillance est très grave. Prenez un exemple. Minsk II. Minsk II, c'est quoi? Minsk II, c'est l'accord qui a été conclu, je vous le rappelle, le 11 février 2015, par la France, l'Allemagne et la Russie, qui portent ce fameux accord de Minsk II, à partir duquel on pourrait envisager des négociations pacifiques en Ukraine. Bon. Cet accord de Minsk II, donc, nous en sommes au moins 2 pays porteurs. L'accord comprend 12 points. Je vous les épargne, dont le point 3, qui lui est décisif. Quel est le point 3? Organiser une décentralisation des pouvoirs
par la mise en application, je vous le cite, d'une loi ukrainienne accordant de manière temporaire l'autonomie locale dans les oblasts de Donetsk et de Lugansk. Ce texte, c'est-à-dire cette modification de la Constitution, est la pierre angulaire à partir duquel on pourrait envisager de négocier. Or, ce texte n'a jamais été écrit par le pouvoir ukrainien, jamais été écrit, vous entendez bien, alors que le tribunal constitutionnel de Kiev a validé l'accord de Minsk II l'année dernière et autorisé le gouvernement de Kiev à modifier sa constitution. Donc tous les éléments juridiques sont en place pour qu'on sorte de la discussion, qu'on essaie au moins d'avoir un point de départ, c'est-à-dire un document. Eh bien, vous le savez que ce texte personne ne l'a lu, il n'a toujours pas été écrit, il n'a pas été présenté, et le président Macron, très récemment, a là une exceptionnelle, lui qui veut refonder l'Europe, il a là une exceptionnelle opportunité de relancer une diplomatie française et européenne active, d'autant que la position d'Angela Merkel est légèrement affaiblie en Russie, bien sûr, mais en Europe aussi. La position de Mme Merkel en Europe, attention, même en France, même en France, mais en Italie, en Grèce et en Espagne, c'est une position qui est très discutée. Donc il y a une chance là. Hélas, je dis hélas, mais on verra là, c'est peut-être moi qui me trompe, la récente visite du président Poroshenko à Paris m'a laissé sur ma faim dans la mesure où le président français a repris la position allemande. Et ça m'a un peu gêné. Mais peu importe. Ce qui a été réactivé, c'est qu'évidemment, on a là une opportunité qui est à saisir. Le pouvoir se met en place en France et on ne peut pas le juger actuellement. Il faut laisser du temps au temps. Comme on dit, il faudra attendre au moins quelques mois pour que toute l'équipe gouvernementale soit vraiment en place et puisse définir des choses plus précises. C'est trop rapide, c'est trop récent. En tous les cas, je voulais vous le dire. Alors, cette marche commune pour créer un espace commun de sécurité ne peut, en outre, être sous le contrôle sécuritaire de l'OTAN. Et là, vous touchez du doigt le problème français et le problème européen. Moi qui côtoie très très fréquemment tous les généraux français, y compris des généraux de l'OTAN, général en retraite maintenant, Yakovlev en particulier, avec qui on a souvent des débats assez animés, disons. Eh bien, le problème, il est là. Car l'OTAN s'inscrit clairement dans une vision géopolitique agonistique. Elle s'inscrit là, dans le Rhineland et le Heartland. Alors, écoutez, je vais simplement vous égrener ce qui s'est passé en l'année 2017. Alors, Kevadtor 2017, c'est des grandes manœuvres militaires. Kevadtor 2017 en Estonie, Iron Wolf en 2017 en Lituanie, du 17 au 19 juin, tout récemment, cette fois-ci, la défense du corridor de Suwalski. C'est-à-dire qu'on a été tout le début de l'année jusqu'au mois de juillet, si vous voulez, en grande manœuvre, vous voyez où, sur la frontière, disons, à l'est de l'Europe. Ce qui, évidemment, de l'autre côté, va engager une réponse. Alors, elle va venir. Elle s'appelle Zapad 2017, qui va être, elle, organisée en septembre, où les armées de Biélorussie et de Russie vont contrer une hypothétique attaque de l'OTAN sur la Biélorussie. Donc, vous voyez, on est dans un rapport agonistique, un rapport de conflit. Et il est clair que la dynamique occidentale impulsée par l'OTAN est de faire de la Russie l'ennemi. L'ennemi potentiel, mais l'ennemi. Donc il faut se protéger. Alors,
il y a quelque chose qui est revenu. Les manœuvres de l'OTAN, jusqu'en 2017, ça s'est changé en 2017, en 2016 si vous voulez, avaient un codage. Alors quel était le codage? Les A se battaient contre les B. Et en 2017, c'est les bleus contre les rouges. Je n'ai pas besoin de vous traduire ce que ça veut dire. On est revenu aux manœuvres de la guerre froide. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais le simple passage d'un codage à un autre n'est pas sans intérêt. Alors, évidemment, la création d'un espace de sécurité commun ne semble pas pouvoir être une espérance dans un avenir proche. Évidemment, ces tensions, il ne faut pas dire que pour les Russes, c'est anodin. Ces tensions ont grande réputation et une grande répercussion sur les citoyens russes, héritiers des millions de soviétiques qui ont donné leur vie pour la liberté de l'Europe. Actuellement, dans mon beau pays de France, où l'on célèbre les commémorations, on en a encore une année, 2018, à célébrer, les commémorations, je me plais, et j'en ai fait, Dieu sait, j'en ai fait des conférences et des interventions, je me plais à quand même à rappeler 15-17, les Russes de 14 à 17 ont eu plus de victimes en nombre absolu que les Français. Il faut quand même le rappeler. On ne joue pas dans les mêmes catégories. Les Américains sont arrivés en 1917. Regardez le nombre de morts des Américains, c'est pas comparable. On ne joue pas dans les mêmes catégories. Donc il faut quand même rappeler qu'on comprend que les Russes soient, déçus de ces millions de victimes. Je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, c'est encore pire. Alors, ces tensions ont des conséquences parce qu'elles ont mis, à cause de la crise ukrainienne de 2014, elles ont mis la Russie au banc des nations occidentales, en imposant à son économie des sanctions dont les conséquences sont relativement faibles apparemment, 1% du PIB sur la Russie. Mais cette mise au banc des nations, si vous voulez, vous voyez, c'est du négatif. Au XIXe siècle, l'instituteur qui n'était pas content du petit gamin, il l'envoyait où? Au coin. Et avec un bonnet d'âne de surcroît. C'est un peu ça, ces sanctions. Alors, on comprend que c'est grave et que ça puisse porter des effets. Alors, les effets économiques, je passe, s'il y a des questions que je vous les donnerai, aujourd'hui n'ont plus d'importance. Je veux dire, les effets économiques sont relativement limités. Là où la Russie était la plus vulnérable, c'était dans le système bancaire, qui interdisait les investissements étrangers. Les Russes aujourd'hui, du moins que je rencontre, me disent surtout il faut qu'on conserve les sanctions, car ça a permis la croissance de notre agriculture d'une façon extraordinaire. Et c'est vrai, il y a une croissance extraordinaire. Moi qui suis un amateur de fromage de chèvre, dans ma bonne ville de... évidemment, je suis du Poitou, le Chabichou du Poitou, amateur de fromage de chèvre. À Yaroslav, dans ma ville où j'habite, je vois fromagerie, fromage de chèvre. Je m'y précipite. Et on me dit, ah oui, c'est un jeune Français. Je peux le rencontrer? Oui. Ah ben bien sûr, vous pouvez le rencontrer, c'est facile. Je l'ai rencontré, il a une trentaine d'années. Il a été formé où? À Poitiers. Il me fait un chabichou extra. Il a un troupeau de 1000 chèvres. Et il m'a dit, il n'y avait pas de travail en Occident, je suis venu m'installer en Russie. Et ça développe, et ça marche très fort. Il a mis une succursale à Rostov, il y en a un peu partout. Donc vous voyez, c'est problématique. Donc j'insiste pas, c'est important. Et vous vous êtes rendu compte, enfin moi je m'en suis rendu compte aujourd'hui, c'est que le rouble est stabilisé. 65, 66 euros, il est stabilisé. Et donc ça c'est important. Alors ce que je voudrais vous montrer, donc c'est que la Russie pourtant et la Chine sont inquiètes. Inquiètes de quoi? Elles sont inquiètes parce que, vous allez regarder les réserves d'or? La Russie a augmenté sa réserve d'or qui est passée de 1255 tonnes à aujourd'hui 2905 tonnes, chiffre record, depuis l'effondrement de l'URSS, c'est 2905 tonnes.
Et la Chine, encore plus fort, fait des réserves massives d'or. Alors pourquoi? Alors, une dame qui connaît bien ces questions, qui est ambassadeur de France pour l'instant à Londres, mais qui a été ambassadeur de France en Chine, qui connaît bien ces questions, a bien vu, remarqué et avait bien regardé le problème du RMB et le problème du rouble. Et il semblerait que la Russie et la Chine n'aient plus guère confiance à moyen terme et à long terme dans le dollar, qui pour eux va décliner, et que le déclin du dollar va engager une arme. Les États-Unis vont engager le dollar comme une arme contre la Russie et la Chine. Le meilleur moyen de se protéger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de caler sa monnaie sur l'or. Et là, on est sur une vision à 10, 15 ans, peut-être plus. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui fonctionnent. Et vous voyez le danger. Alors, les conséquences donc des sanctions, elles, je vous l'ai dit, ont été importantes sur le plan financier et bancaire. La Russie a remplacé l'Occident par les places asiatiques, et ce n'est pas un hasard si l'ASEAN, là où il y a la plus grosse réserve monétaire du monde, demande à participer à l'organisation de Shanghai. Sergueï Lavrov a bien rappelé dans sa déclaration que la Russie est un État eurasiatique avec une variété des cultures et d'ethnies. Donc voilà ce point important. Et que désormais, notre politique, dit-il, c'est de travailler en commun avec qui? La communauté des États indépendants, CIS, qui est très faible, l'Union économique eurasienne qui se développe, l'organisation du traité de collectif CSTO, les BRICS, et surtout l'Organisation de coopération de Shanghai, dont les investissements massifs en Sibérie ont pallié le retrait des investissements européens. Le danger pour l'Union européenne, vous le voyez, est de se retrouver, nous, Européens. Alors, si je peux remonter une carte qui montre l'Organisation de Shanghai et dans l'autre sens, voilà. Voilà, laissez cette carte, elle est très très bien. Vous voyez, vue du pôle. Vous voyez la Chine où elle est? Vous voyez où ça se passe? Ici. Bien, on peut risque de se retrouver ici. C'est nous, c'est l'Europe ici. De se retrouver un Finistère, c'est le nom d'un département français, mais un Finistère complètement coupé de cette vaste zone qui est la zone de l'Organisation de Shanghai. Et si nous sommes coupés de cette zone, qu'est-ce qui vous reste comme solution? De tomber dans les bras de ceux qui sont là. Le poulet à l'acide chlorhydrique, un délice. Un délice. Il est tout blanc. Un délice. Donc vous voyez les problèmes que ça pose. C'est tout à fait intéressant. Alors, pour conceptualiser un monde post-occidental, eh bien, il faut travailler. Il faut sans aucun doute essayer de renouer des liens avec la Russie, d'arrêter cette stratégie des sanctions, mais s'asseoir autour d'une table. Nous sommes des gens responsables du XXIe siècle, de jeter nos problèmes sur la table. Alors il faudra bien les jeter un jour. Alors vous me direz, mais regardez les Américains, ils l'ont bien fait. Trump, élection accusée par les Américains. D'avoir été modifié par la Russie. Enquête généralisée. On s'aperçoit que ce n'est pas la Russie vraiment qui a joué. Et maintenant, Trump demande des excuses à tous ceux qui l'ont accusé. Donc vous voyez, on est dans n'importe quoi là. Donc il faudrait revenir à un autre monde de dialogue, car la Russie, pour se développer, a besoin d'une Europe forte. Et la carte que j'avais tout à l'heure vous le montre, elle est revenue, vous le montre bien. La Russie a son développement conditionné par
Une Europe forte qui est l'aboutissement de la route de Chine qui passe à travers l'océan Arctique. Donc elle a besoin d'une Europe forte et indépendante, telle que l'a toujours souhaité une femme à laquelle il me plaît de rendre hommage, Simone Veil, récemment décédée, assumant un passé commun pour construire un monde basé sur des relations pragmatiques, de respect mutuel, de responsabilité pour établir la stabilité globale. Alors, y a-t-il des exemples de tentatives de créer ce monde post-occidental? Eh bien, je vous proposerai, en guise de conclusion d'ailleurs, de vous donner 2 exemples. Bref, il est indispensable de sortir de la vision géopolitique de Mackinder et de Spikeman, de ce rapport du fort au faible, du dominant au dominé, du contrôle du Rhineland pour assujettir le Heartland, l'île-monde. Pour sortir de cette vision, il faut rejeter toute idée de sujétion. Et là, je rends grâce à nos amis d'Extrême-Orient. Les Extrême-Orientaux, les Chinois en particulier, mais les Vietnamiens pareil, rejettent, je dirais, physiologiquement, toute idée de sujétion, toute idée de soumission, toute idée de vassalisation. Et ça, il faut que nous le comprenions. Chez eux, ces idées-là sont marquées d'un sceau indélébile à des souvenirs historiques lourds et tragiques. Et on nous dit souvent, pour tous ceux qui négocient avec les Chinois, ne jamais humilier un Asiatique. Toujours lui laisser une porte de sortie. Ça ne veut pas dire accepter tout, mais ça veut dire veiller à ce que l'on entretienne des rapports qui permettent à chacun de garder la face, si vous voulez, comme on dit. Et ça, c'est les Orientaux. Or, le temps est probablement venu de proposer une politique internationale sur la base que propose Sergueï Lavrov, c'est-à-dire sur la base de la souveraineté de chacun, de la souveraineté politique, mais aussi, et peut-être avant, sur la souveraineté culturelle et civilisationnelle. Et personnellement, je pense que le modèle unique d'une civilisation reposant sur les valeurs engendrées par notre Révolution française proposée par l'Occident, ce système a vécu. L'exemple du Moyen-Orient nous le démontre. Il faut respecter les valeurs des uns et des autres. Il faut sortir de cet universalisme dogmatique qu'on se plaît aujourd'hui, pendant une décennie, à imposer à tout le monde. Notre système, eh bien, il faut en dialoguer avec les uns, avec les autres, avec leur histoire, avec leur culture, avec leur art, avec leur être. On n'impose pas aux gens les systèmes de pensée. Et donc ça, c'est complètement capital. Je soulignerai à cet effet 2 démarches qui me semblent positives. D'analyser. Elles ne sont pas abouties. Il faut analyser. Suivons-les. Et ça sera un peu... Un historien ne fait que poser des questions et ne résout jamais les problèmes. Donc, analyser quoi? Eh bien, analyser ce qu'on a appelé la démarche d'Astana. Astana, les Syriens, que, en dehors des Européens, sans les Européens, sans les Américains, se sont réunis à Astana avec les Russes, les Chinois et les autres. Puis on s'est aperçu que, mais mon Dieu, ils pouvaient parler entre eux, ce qui était une découverte. Et ça n'a pas résolu les problèmes encore, mais ça a fait évoluer le problème. Et la situation d'Alep, d'ailleurs, le marque. C'est-à-dire on est entré dans un système de débat où on reconnaît les différentes parties et ces différentes parties, il faut les mettre
en position de dialoguer, de discuter et de proposer. Eh bien, je pense qu'à Astana, et ce n'est pas anodin, loin de l'Europe, sans les États-Unis, un pas a été fait en avant. Sera-t-il suivi d'autres pas? L'histoire nous l'apprendra.